Salut Jessica. Hello! On est Salut très Sébastien content. Manon. On est très content avec Manon de t'accueillir aujourd'hui sur notre chaîne La Parole aux Audacieux, parce que comme les gens commencent à le savoir maintenant, on aime bien mettre en avant des parcours, des histoires et des personnes inspirantes et authentiques. Et du coup, nous on échange depuis un petit moment sur Instagram, et tu as une histoire qui est un petit peu hors du commun, voire digne d'un film. Du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Donc je vais te laisser te présenter et surtout nous expliquer un petit peu ta vie rapidement, tes débuts, ce que tu as Le fait comme début de ton études parcours, peut-être, ouais. ce que tu faisais comme travail, etc. Et après, commencer sur ton histoire, si ça te va bien. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Jessica, j'ai 35 ans, j'ai trois enfants. Et donc, à l'époque, donc quand je vivais en Belgique, donc j'ai fait des études d'assistante sociale. Donc, j'ai travaillé pendant presque 10 ans dans le domaine. Enfin, j'ai testé différents secteurs, mais voilà, j'ai travaillé vraiment dans ce cadre-là. Et en fait, moi, enfin voilà, j'étais dans une routine assez pampant, donc c'était métro, boulot, dodo. Enfin voilà, je cochais vraiment toutes les cases que la société attendait de moi, que mes parents attendaient de moi. Donc c'était voilà, j'avais fait mes petites études, j'avais trouvé du travail, j'avais un contrat CDI temps plein, j'avais un petit copain, voilà, avec lequel on a acheté une maison. Enfin voilà, franchement, on était. Sauf que à partir du moment où justement j'ai coché toutes ces cases-là et que j'avais tout entre guillemets. J'ai senti vraiment un grand vide. Je me suis dit, c'est quoi la prochaine chose en fait? Et donc, voilà, c'est là que j'ai commencé à me poser un peu des questions et à me rendre compte qu'en fait, j'étais pas pleinement heureuse et que, oui, j'avais vraiment cette impression d'avoir effectivement fait plaisir à mes parents et à la société, mais pas à moi-même. Et donc, en fait, j'ai commencé à prendre le goût au niveau du voyage. Donc, mon premier gros voyage, c'était hors Europe, donc c'est aux États-Unis, quand j'avais 22, 23 ans. Hein. Et mon premier gros voyage, ça a vraiment été une révélation pour moi de me dire, waouh, enfin, je me suis vraiment sentie en fait en vie. Je sais pas comment expliquer, mais en voyageant, c'est là où en fait on n'est pas dans un agenda, c'est là où on peut vraiment déconnecter, où on se reconnecte aux gens, surtout dans le cadre d'un voyage, hein, forcément. Et c'est là que, là vraiment, à partir du moment où j'ai commencé à voyager, je me suis dit, ouf, c'est les seuls moments où je me sens vraiment en vie. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas normal. Enfin, si la vie, c'est ça, c'est 15 jours, enfin 3 semaines de congé l'année, et puis le reste du temps, se sentir dans une prison dorée, c'est, voilà, moi, c'est pas la vie, en tout cas, que j'ai envie de mener. Donc, voilà, mais au départ, bon, forcément, on n'a pas forcément directement toutes les réponses. Donc, j'étais en mode, je travaille, je mets de côté et je pars dès que je peux, quoi. Voilà, pour sortir de mon quotidien. J'ai l'impression que c'est le cas Mais de beaucoup de clairement, personnes, ça. ouais, c'est oui, quelque chose que oui, j'ai oui, connu un clairement. peu aussi, moi, ça. C'est vrai, quand j'étais à l'époque, j'étais enfin pas en CDI, mais en contrat long de salariat et tout ça. Et c'était tout le temps un peu le principe, c'était mettre de l'argent de côté pour partir en voyage, quoi. Parce que du coup, ouais, le voyage, c'est quelque chose qui Oui, n'est c'est ce qui pas nous si... parle aussi beaucoup, ouais. Je pense qu'effectivement, ça touche énormément de gens parce que, enfin voilà, Mm. c'est vrai qu'on est un petit peu comme ça, la tête dans le guidon Mm. et on pense qu'effectivement, en ayant sa maison, en ayant ses enfants, en ayant ceci, c'est tout ça qui va nous rendre heureux. Alors que, non, pas vraiment. Mm. Donc, Mm. Donc, Mm. ça, ouais, ça m'intéresse, ouais, ce que tu dis, parce que pour le coup, moi, j'ai pas rempli ces cases-là. Je vais avoir 33 ans là, et j'ai jamais eu de CDI, j'ai jamais été propriétaire, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée. Bon, on est tous les deux quand même, mais du coup, on n'est pas mariés. Donc ces cases-là, moi, finalement, je les ai jamais toutes remplies. Et je me suis déjà posé la question, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de remplir toutes ces cases-là? Toi, tu parlais de l'influence de tes parents. Et c'était... toi, oui, la comment ça s'est société, je passé pense. pour toi? Oui, Ben, je me suis juste dit qu'en fait, c'est ce qu'on on a l'impression que, enfin, quand on nous dit, voilà, mariez-vous, ayez votre propre maison, si vous avez un travail, c'est en place, sera votre sécurité. Nous, on a juste l'impression que c'est ça, en fait, qui va nous sécuriser, nous rendre heureux. Et donc, on coche une case et puis on se dit, OK, voilà, c'est fait. Oui, mais enfin, voilà. Donc, quelle est la suivante? Qu'est-ce que la société nous propose? Et en fait, c'est ça, au lieu de. Mais bon, je pense que c'est aussi le fait, enfin, la maturité maintenant qui me permet de parler comme ça. Mais je pense qu'à l'époque, on fait juste confiance à ce qu'il y a autour de nous et voilà, et on répond parfaitement à ce qui nous est demandé sans faire une introspection, puisque c'est pas quelque chose qu'on nous apprend petit. On nous apprend pas le développement personnel, on nous apprend pas, on nous dit non, non, il faut que tu fasses ça et tu verras, ça va être génial. Et donc voilà, et donc je pense que c'est les expériences de vie qui font que, à un moment donné, on a notre propre jugement aussi sur les choses. Et donc, moi, j'avoue que ça a été un petit peu je pense que la vie a bien fait les choses parce que ce qui s'est passé, donc voilà, donc chaque année, je faisais en général un ou deux gros voyages.
Et puis alors, c'est en 2014. Donc en 2013, j'avais fait un voyage en Amérique du Sud avec mon compagnon qui m'avait demandé en mariage. Et en 2014, je voulais partir en Inde. Bah, alors, ce qu'il y a, c'est que déjà, quand je suis partie en Amérique du Sud, j'étais partie un petit peu en mode sac à dos. C'est vraiment plus chez l'habitant, enfin, ce qui me plaisait beaucoup mieux. Mais mon compagnon, lui, il préférait plutôt allez, plus le luxe, les hôtels, voilà, les beaux hôtels, etc. Et donc, du coup, comme pour lui, ça avait déjà été tout un challenge de partir en Amérique du Sud. Et voilà que je voulais repartir en Inde. Il me dit, écoute, et donc, j'ai proposé à plusieurs copines en fait de vouloir partir avec moi. Enfin, au départ, on n'a pas directement le choix de la destination, mais voilà, je m'étais dit, bah, on va faire un voyage entre amis. Et finalement, c'est là qui est venu sur le tapis. Et honnêtement, pour moi, ce n'était pas ma destination première. Réellement, je m'étais dit, je voulais voilà, vivre cette expérience-là pardon, entre amis. Et donc, voilà que nous nous retrouvons au mois de juin 2014. Et alors, au moment où on préparait notre voyage, je regarde un petit peu sur Google et puis je tombe sur des images avec des montagnes, etc. Enfin, magnifiques. Et moi, comme je suis partie en Bolivie en 2013 et que j'avais vraiment adoré, ça me faisait penser un peu à ce paysage-là. Et donc, en se renseignant, bah, on a vu que c'était le Ladakh, qui était une région en fait de l'Inde, mais vraiment à la frontière du Tibet. Et que donc, il y avait la possibilité aussi de faire du trekking, etc. Et donc, voilà, avec mes amis, on s'est dit, oh, bah, tiens, on irait bien aussi faire un petit tour au Ladakh. Donc, ça a vraiment été le hasard. Il y a tout qui est venu comme ça. Et donc, voilà, donc on est arrivé là-bas. Et alors déjà, ce qui était quand même vraiment interpellant, c'est que sans le savoir, en fait, nos cartes SIM ne fonctionnaient pas du tout là-bas. Donc on s'est retrouvés là, sans pouvoir prévenir nos proches, que en fait, bah, pendant 10 jours, ils n'allaient pas avoir de nouvelles, parce qu'en fait, il n'y avait pas de carte SIM, il n'y avait pas de 4G, il n'y avait pas, il y avait rien du tout. Donc on a été un Ouais, peu ce qui est surpris de très même, rare mais vraiment, maintenant, hein. C'est vrai que c'est dans les ben, voyages classiques. maintenant, Enfin il y a, là, il y je a vois, des- là, on revient de Vancouver, on peut communiquer comme d'habitude. Enfin, c'est vrai Après, que ça se perd quand même pas mal, je oui, trouve. après Vancouver, c'est quand même Oui, bien sûr, mais je veux moins. dire, la plupart des voyages, si Hmm. vraiment tu vas pas dans un endroit perdu, quelque part, Hmm. t'as toujours maintenant oui, cette connexion. C'est difficile de couper. Oui, mais maintenant, c'était il y a 10 ans, hein, le voyage aussi. Donc, effectivement, là, ça a évolué. On a la 4G, 5G. Donc, je pense aussi que c'était une question, c'était il y a 10 ans. Mais c'est vrai que du coup, voilà, on n'était pas au courant. Et en y repensant, je me dis que toutes les choses, enfin, tout s'est fait vraiment. Hmm. Et donc voilà, donc le voyage commence. Et alors, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, on n'y croit pas. Mais moi, dès que je suis arrivée là-bas, je me suis dit, pourtant, j'avais quand même déjà pas mal voyagé. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je me sens, enfin, j'ai l'impression d'être déjà venue. J'avais vraiment quelque chose où j'étais déjà un peu interpellée, en fait, avant que tout ne démarre. Puis alors, voilà, on arrive dans notre premier logement chez l'habitant. Et là, on a notre conseillère voyage, qui était justement une Canadienne, quand on parle du Canada. Et, et alors, voilà, elle nous fait un peu le débriefing, etc. Puis elle nous dit, ah ben voilà, votre guide, ce sera Tani. Il est génial, vous allez voir, c'est vraiment un de nos meilleurs guides. Et c'est marrant parce que voilà, elle m'explique ça et j'étais déjà un petit peu interpellée. Je me dis, ah bah, je me réjouis de le rencontrer, voilà. Et puis alors, en fait, ça a été vraiment, je pense que le lendemain, voilà, il arrive dans notre voiture et je sais pas, c'était comme si je l'avais toujours connu. Il y avait vraiment quelque chose. Et donc, au fur et à mesure des jours, je sentais là vraiment, mais un inconfort en moi, comme s'il y avait quelque chose enfin, qui explosait. J'étais pas bien. Enfin, si, j'adorais le voyage, mais c'est un peu comme si tout s'effondrait là, à l'intérieur de moi. Je sais pas comment expliquer. Et je sentais que, bah oui, j'étais de plus en plus en train de tomber amoureuse de ce guide. Et, mais bon, évidemment, j'étais extrêmement gênée. Moi, ça fait 8 ans que j'étais en couple et puis c'est pas du tout mon genre comme ça. Enfin, voilà. J'étais vraiment en train de me demander ce qui était en train d'arriver, quoi. Et en fait, le dernier jour de notre trekking, donc les filles étaient parties pour lire un peu un livre. Moi, j'aime pas forcément lire, donc j'étais restée un petit peu sur le côté. Et donc Tani est venue vers moi, et puis là, on a commencé à discuter donc tout l'après-midi avec le peu d'anglais que je connaissais parce que je savais pas du tout bien parler. Lui, il Et, parlait bien anglais. lui parlait bien anglais, oui. Oui, oui, D'accord, ouais. oui. Donc voilà. Donc, ben bon, on a essayé de communiquer comme on pouvait. Et alors, et clairement, bah, le feeling passait super bien. Et voilà, donc pour moi, c'était encore plus compliqué. Et alors, pour faire court, donc à la fin du séjour, on s'est quitté. Le soir même, en fait, on devait aller au restaurant avec notre conseillère voyage pour la fin du séjour. Et, euh, et là, donc, je lui ai proposé de venir, mais il m'avait dit qu'il avait du travail au village voilà, de sa famille et qu'il ne pouvait pas être là. Et donc, on s'est quitté comme ça. Puis moi, j'étais en pleurs, pas possible. Je me dis, mais oh, aïe, aïe, je n'aurais rien su lui dire. Il y a vraiment une frustration. Puis en même temps, bah, on se sent un peu bête parce qu'on se dit, bah, on l'a vu 10 jours. C'est certainement aussi un peu l'effet du voyage. Hmm. Enfin voilà, j'essayais un petit peu de me raisonner aussi.
Et puis surtout, j'en avais pas parlé à mes amis, mais là, du coup, ma meilleure amie me regarde en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Un peu bizarre que tu pleures autant. Et donc là, voilà, elle m'a bien démasquée, donc je lui ai un petit peu expliqué. Et puis bon, on arrive au restaurant, donc on revoit Julie, notre conseillère, et donc elle nous demande un petit peu ce qu'il en était. Donc évidemment, on était enchantés du voyage. Et puis alors elle nous dit, bah oui, Tani, il est vraiment génial. Tous les touristes, ils pleurent quand ils le quittent. Ah, on le met avec des familles, il est super avec des enfants. Et j'étais là, mais ça va, je n'ai pas besoin d'entendre encore tous ces détails-là, c'est bon. Et puis alors, à un moment donné, au cours du repas, on voit en fait Tani qui revient. Donc voilà, il avait finalement décidé de venir me rejoindre au restaurant. Et je pense qu'on n'a pas eu besoin de parler pour se rendre compte bah, que voilà, il y avait quelque chose des deux côtés. qui était réciproque. Et voilà, voilà, c'était réciproque. Mais bon, en même temps, bah, c'était hyper compliqué. Moi, je rentre en Belgique. J'étais surtout en couple et en plus, j'avais reçu une demande en mariage justement en Amérique du Sud. Donc, on se dit, on va pas sur un voyage tout foutre en l'air. Enfin, voilà, c'était un petit peu. Mais en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé en moi, et vraiment un changement où je m'étais dit, là, voilà, ça va être compliqué, vraiment très, très compliqué de rentrer. Mais voilà, c'était pas le bon moment en tout cas. Donc, je me suis dit, voilà, il faut que je rentre. Donc, on s'est quitté comme ça. Et puis alors, je crois que j'ai mis les pieds en Belgique. J'ai senti un malaise en moi. Je me suis dit, oh là là, ça ne va pas aller. Et en fait, là, ça a été 3 mois pour raccourcir, qui ont été super compliqué parce que il y avait vraiment ce dilemme, je suis mon cœur ou je suis ma raison. Et j'étais tiraillée comme ça entre les deux tout le temps en train de me dire, oui, mais enfin, tu ne le connais pas. Oui, mais bon, en même temps. Et voilà, c'était vraiment très, très compliqué. Donc, j'ai dû à plusieurs reprises faire des choix. Et puis surtout, enfin, c'était vraiment pas gai de faire souffrir quelqu'un, quoi. Je pense que c'est plus compliqué. C'est que quand il y a une relation comme ça et qu'on doit prendre des choix pour soi, euh, ben, il y a toujours des dommages collatéraux. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment pas chouette, quoi. Et puis finalement, au bout de 3 mois, je me suis dit, il faut que je m'écoute là. Enfin, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire de l'introspection et s'écouter. Je pense que quand c'est triple, à un moment donné, elles sont là en train de te dire, ah, t'en peux plus et c'est hyper compliqué, bah, il faut s'écouter, voilà. Et donc, c'est vrai que bah, fin octobre, du coup, là, j'ai pris la décision de réellement bah, quitter mon compagnon et je suis retournée chez mes parents. Au mois de décembre, j'avais dans l'idée en fait de prendre une pause carrière pour vraiment, voilà, me couper de tout ce qui s'était passé. J'avais besoin vraiment de décanter. Mais avant ça, en fait, ce qui était prévu, c'était que du coup, donc c'était prévu que je parte avec une de mes collègues pour partir en sac à dos faire l'Asie du Sud-Est. Et alors, on voulait revenir au Ladakh. Et alors, quand j'en avais parlé à mon papa, il m'avait dit, oui, mais bon, qui dit, tu vas encore revenir avec une amie, c'est encore dans un contexte un peu de vacances. Il dit, c'est important que tu y retournes seule et que tu vois réellement ce qui se passe, quoi. Donc, franchement, j'ai un papa génial. Et donc, en fait, il m'a acheté un billet d'avion en plein mois de décembre, donc qui était la période hivernale ici, donc vraiment le plus compliqué. Et je suis repartie toute seule, donc pour retrouver Tani et voir ce qu'il en était, quoi. Et donc, et Je voulais te poser une effectivement, question à oui. propos de ça. J'ai lu sur ton compte que tu en as parlé très vite à tes parents. Comment ça a été pris finalement par ton entourage? Est-ce qu'on t'a pris pour une folle? Qu'est-ce qu'on t'a dit quoi quand t'es rentrée et que t'as dit Alors, bah voilà il s'est passé quelque chose? Ouais, c'est fou. Parce que là tu parles de ton oui, papa en fait, qui est incroyable là de ce qu'il vient de te proposer. Donc c'est ça, oui. il lui a fallu du temps pour te proposer quelque chose comme ça ou il l'a tout de suite Euh, accepté? Comment ça s'est passé? Alors, ma maman, donc, quand je suis revenue de l'aéroport, je suis d'abord retournée d'abord chez mes parents, puisque enfin, il fallait attendre que mon copain ait fini son travail pour venir me rechercher. Et donc, j'en ai parlé directement, parce que c'est vrai que j'ai toujours une relation très fusionnelle avec mes parents, et donc, enfin, je leur ai dit. Et la première réaction de ma maman, ça a été oui, ma chérie, tu es fatiguée, il y a le décalage horaire, on en reparlera demain. Mais en attendant, je crois que même pas 30 minutes après, elle était sur Internet et puis elle disait, mais c'est des sauvages. Du coup, comme j'expliquais, enfin voilà, surtout ma maman, bah, elle était contente que j'avais coché vraiment toutes les cases. Elle était rassurée de se dire que sa fille avait un travail, que sa fille allait se marier, qu'elle avait acheté une maison. Donc, maman, ça a été un peu compliqué. Mais mon papa, par contre, est quelqu'un de beaucoup plus ouvert et donc il a juste écouté, il n'a pas pris position. Voilà, il a respecté entre guillemets ce que je disais. Et donc, bah, les mois qu'on suivi ont été un petit peu, enfin voilà, mais ça n'a pas duré très longtemps. En tout cas, j'ai pas au souvenir qu'ils m'aient fait des discussions ou qu'ils aient essayé de. Non, pas du tout. Et donc du coup, la proposition, bah, elle s'est faite 4 mois après, je dirais, 4 mois après mon voyage. Et donc voilà, donc il m'a fait cette proposition-là. Ma maman, en fait, à partir du moment où elle a eu ses premiers contacts sur Internet avec Tani, elle a été directement très, très rassurée aussi. Et donc après, elle a vraiment été dans mon sens. Euh,
Et, Donc voilà, et donc et- je suis partie au mois de décembre toute seule. et Oui, j'avais tu as une une question? question, ouais. Du coup, quand toi t'es Oui. rentré, t'avais tout de suite des contacts avec Tani, t'avais gardé du coup de quoi contacter, de contacter pour pouvoir discuter. Dès le début, ou t'as attendu un peu avant de le recontacter, comment ça s'est passé? Tu t'es senti un peu obligé de dire Non. ok, faut que je lui écrive, ou finalement Enfin, t'as pousser attendu, plus enfin poussé, qu'obligé, oui, ouais. ou ça s'est fait. Non, je l'ai contacté directement, mais alors ce qu'il y a, c'est que bah, mon copain était tombé sur nos conversations. Donc en fait, bah, voilà, les moments où j'essaie de me redire, non, allez, je reste dans mon couple, bah, forcément, j'essaie de couper le contact au maximum, mais voilà, c'était pas toujours évident. Ouais, Et, je comprends. euh, et voilà, mais je pense on était partis en vacances tous les deux en Grèce. Et c'est vraiment à l'issue de ce voyage-là, moi, je me suis dit, enfin, que c'était plus possible. Je sentais qu'au fond de moi, et même si c'était un très gentil garçon et je peux pas lui reprocher beaucoup de choses, mais le problème, c'est qu'on avait des projets de vie complètement diamétralement opposés et on fonctionnait pas de la même manière. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah, voilà, soit à un moment donné, nos chemins vont quand même se séparer, ou alors il vaut mieux que je casse maintenant. Enfin voilà. Mais donc ça a été vraiment une période quand même vraiment très très compliquée. Et à ce moment-là, Donc, est-ce que Tani, bah, t'avais confirmé qu'il avait des sentiments aussi? Est-ce que parce qu'il y avait la distance et tout ça, donc tu disais au début, est-ce que je me fais pas des idées aussi parce que bah enfin il fait pleurer toutes les touristes, bon ça. Donc est-ce qu'à ce bah, moment-là en fait, aussi, tu avais la confirmation finalement qu'il y avait vraiment quelque chose qui, oui, oui, très qui pouvait se rapidement. construire? Très Que ça très se fasse pas rapidement. dans un Voilà. sens où tu dis je quitte mon compagnon et finalement lui, bah, tu vois, parce que c'est ça aussi Oui, le non, Oui, risque. c'est ça. Et quand bien même, hein, je pense Oui, que ouais. en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, très, très rapidement, donc avant que je reprenne mon vol de Delhi jusqu'à Bruxelles, on a eu des échanges de messages où effectivement, bah, lui, ça m'avait vraiment exprimé donc, ses sentiments. Maintenant, voilà, j'étais de nouveau quand même sur la réserve aussi parce que, bah, voilà, comme je ne le connais que depuis 10 jours, quoi. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenue, c'est que j'en ai pas parlé, mais j'avais contacté Julie, moi, la conseillère voyage, Ah, et je lui ai dit, écoute, tu vas me prendre, enfin voilà, je suis désolée de te déranger pour ça, mais je lui ai expliqué et je lui ai dit, toi, tu le connais, j'ai juste besoin que tu me dises réellement enfin voilà, ce que tu en penses, et parce que pour moi, enfin, c'est une décision qui risque de changer ma vie. hmm. Et elle m'a répondu, Jess, tu peux vraiment y aller, c'est la meilleure personne que je connaisse ici au Ladakh. Donc voilà, Ah oui, ça m'a quand ah, même ça vraiment aussi conforte. ça fait du bien. rassurée. Mais après, je me suis dit, voilà, ça conforte, mais en même temps, voilà, je la connais pas non plus. Donc c'est vraiment se dire à un moment donné, bah, soit on saute dans quelque chose que, bah, voilà, on sait pas trop, mais qu'en tout cas, bah, son cœur, il appelle. Ou alors, bah, on passe à côté de l'opportunité. Et voilà, je crois qu'à un moment donné, c'est vraiment ça qu'il faut se dire parce que de toute façon, chaque expérience est complètement différente, donc je ne peux pas me baser sur ce qui a marché ou ce qui n'a pas fonctionné. C'est mon histoire et voilà. Hmm. Donc, je crois que là, j'ai vraiment écouté mon instinct, mais c'est vrai que ça a été compliqué dans l'entourage parce que même autour de moi, dans mes amis, etc., c'était ben non, qu'est-ce que c'est que ça? C'était juste quelque chose de vacances. Lui, il veut certainement ses papiers. Enfin voilà, j'en ai entendu vraiment Hmm. des vertes et des pas mûres. Mais malgré tout, malgré ce que j'entendais, enfin, je suis quelqu'un qui suis assez borné, donc quand j'ai quelque chose en tête, bah voilà, je me dis que c'est bon. Et donc effectivement, donc, ce voyage a vraiment confirmé les choses puisque tout Hmm. s'est vraiment alors officialisé. J'ai directement été logée dans sa famille parce qu'il dormait, enfin, il vit toujours chez ses parents. Et ça aussi, ça m'a rassurée de me dire, bah voilà, il assume, il me montre directement sa famille, Hmm. chose qui des fois est compliquée, je pense, dans les couples mixtes. Il y a quand même souvent ce problème qu'on ne montre pas directement la famille. Enfin, Hmm. c'est toujours des fois un peu compliqué dans certaines cultures. Et là, pour le coup, bah, ça a été vraiment, j'étais accueillie comme une reine, quoi. Donc, c'est vrai que ça m'a super fort réconfortée. Et donc, voilà. Donc, oui, c'est vraiment ce moment-là où tout a vraiment bien démarré dans notre relation. Mais quand je suis revenue en Belgique, toujours à mon travail, donc là, j'ai décidé de prendre une pause carrière quand même de 3 4 mois, comme c'était initialement prévu avec ma collègue. Parce que malgré tout, il fallait que j'accuse tous ces mois-là qui venaient de se passer. Je sentais qu'il Hmm. fallait que je me retrouve un peu, voilà. Et donc, je suis partie alors en février avec ma collègue. Et donc, voilà, ça m'a vraiment fait du bien parce que ça m'a permis vraiment d'un peu, bah, voilà, retrouver ce sentiment de vivre au jour le jour, de me recentrer. Et surtout, bah, j'avançais en me disant que j'ai vraiment fait le bon choix. Donc, ça, j'étais vraiment aussi Hmm. rassurée par rapport à ça. Et alors,
finalement au mois de mai. Donc là, la distance commençait vraiment à peser très très fort. Et donc là, voilà, je me suis arrangée avec mon amie. Elle a continué le voyage de son côté. Et moi, je suis retournée au Ladakh. J'étais au Vietnam. C'était la dernière étape pour moi. Et je suis repartie alors au Ladakh pour le retrouver. Et en fait, là-bas sur place, donc ça faisait la troisième fois que je le voyais. Et il m'a demandé en mariage. Et là, je me suis dit, aïe, 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 ça m'a Grosse pression. grosse question, bah, surtout que bah oui, j'avais une demande en mariage auparavant, donc Mm. ouf. Et en même temps, bah, je savais que c'était aussi un peu la seule issue pour qu'on puisse vivre une relation de couple comme tout le monde, parce que bah, clairement, pour des Indiens, venir en Europe, c'est la croix et la bannière. Lui, il était guide indépendant, donc il n'a aucun justificatif de revenu, surtout qu'ici, au Ladakh, il n'y a que 4 mois de saison, donc Mm. c'était certain qu'il n'aurait pas eu de visa touristique. Donc, il y a un peu tout ça qui se remet. Donc là, petit message à maman. Maman, il me demande en mariage, qu'est-ce que je dois faire? Et elle m'a répondu, ma chérie, le divorce, ce n'est pas fait pour les chiens. Je me suis dit, bah oui, voilà. Et donc, voilà, je me suis dit au final, bah, si même ça viendrait à ne pas aller, bah, au moins j'aurais vécu l'expérience et je ne regretterais pas de ne pas avoir essayé, quoi. Mm. Et donc, voilà, nous nous sommes mariés, donc, du coup, en Inde civilement. Et ça m'a permis en fait de pouvoir faire justement bah, tous les documents pour qu'ils puissent revenir alors en Belgique parce que bah, forcément on a eu une discussion autour de ça et lui a été vraiment très très clair en disant écoute voilà moi je ne rêve pas du tout de venir en Europe Mm. donc pour les mauvaises langues qui pensaient qu'il voulait se marier pour Oui. avoir ses papiers bah, moi justement j'ai trouvé un qui ne voulait absolument pas venir en Europe et voilà mais maintenant il comprenait bien la situation donc, bah, moi j'étais en CDI temps plein et puis Mm. moi je lui avais dit écoute comme je suis très bourlagueuse au départ et que justement ce quotidien me pesait, je l'ai vraiment vu aussi comme une opportunité pour Mm. moi de pouvoir quitter justement cette vie. Mais je lui ai, voilà, la seule chose qui était importante pour moi, c'est que je puisse retrouver quand même une maison dans laquelle j'ai quand même mon confort européen, parce qu'il y a une différence entre venir voilà, 15 jours en vacances en été et de rester toute l'année avec l'hiver, etc. Parce que pour se Et donc faire voilà, une donc du idée, coup, c'est comment là-bas finalement en termes de confort. Enfin, en tout cas à l'époque, quand tu t'es mariée alors, bah, avec lui. oui, toujours maintenant, bah, il n'y a pas d'eau courante. Donc, en tout cas, la maison de ses parents, où on est resté d'ailleurs un an quand on est revenu ici, c'était tous les matins, il fallait venir à un certain poids d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau qui s'écoulait tout le temps. Et donc, on était avec des jerrycans à remplir, etc. Pas de toilette à l'intérieur de la maison, c'est un trou à l'extérieur. Donc voilà, pas de chauffage central. Donc les hivers, il peut faire jusqu'à moins 20 degrés. Mm. Et donc Ah oui. voilà, il n'y a pas de chauffage central. Donc il y a juste, en fait, c'est du chauffage avec, enfin, au bois, quoi. Mais c'est pas du tout effectif parce que comme les maisons ne sont pas isolées, bah, ça va chauffer très fort. Mm. Puis dès que le feu va s'éteindre, bah, il fait de nouveau très très froid. Et du coup, bah, ce système-là, on peut pas le mettre dans toutes les pièces, quoi. Donc c'est dans une seule pièce. Et donc en général, c'est la pièce où on mange, où on dort, Mm. où on se lave. Donc c'est vraiment très très rudimentaire, quoi. Il faut quand même replacer le contexte qu'on est à 3500 mètres d'altitude, vraiment dans le fin fond de l'Himalaya indien. Donc tout est compliqué, quoi. L'accès, les routes en hiver, elles sont fermées. Donc l'apport de marchandises pour manger, etc. Il n'y a plus de fruits, plus de légumes, Mm. plus de lait, plus de. Enfin voilà, c'est vraiment. Enfin même si maintenant, au cours des années, maintenant ça commence vraiment à s'améliorer. Il y a quand même des transports aériens, etc. qui se font. Mais du coup, bah, le prix est forcément beaucoup plus cher. Donc c'est vrai que c'est vraiment une vie très très rude. Et donc voilà, moi c'est vrai que j'avais quand même conscience de ça, de me dire, bah, ok, mais au moins que j'ai une maison dans laquelle je me sente un petit peu comme chez moi, quoi, parce que je savais que sur le long terme, ça allait être compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'alors qu'il a pris la décision de revenir quand même en Belgique, donc pendant 3 ans et demi, plus ou moins, on a travaillé tous les deux, on a vécu de manière très très simple, mais l'idée était vraiment de pouvoir mettre un maximum de côté. Et puis alors, bah voilà, alors la première année, bah, on s'est mariés alors avec les coutumes belges, et puis Mm. alors on s'est remariés alors au Ladakh avec la grande fête traditionnelle. Et j'ai eu l'occasion d'avoir bah, certains de mes amis qui sont venus donc pour la cérémonie. Donc ça a été vraiment la première année, je vais dire. Et puis après, bah, je suis tombée enceinte, on a eu notre premier petit garçon. Et 5 mois après sa naissance, je suis retombée enceinte du deuxième. Et là, ça a été l'élément déclencheur pour qu'on se dise, allez, on va pas travailler à temps plein tous les deux, laisser les garçons à la crèche du matin au Mm. soir. Enfin, on voulait vraiment une autre vie. Et là, ça a vraiment été, allez, bah, on a écourté au départ, on s'était dit 5 ans, le temps de financièrement pouvoir bah, voilà, avoir quand même un certain confort. Et puis, on a
décidé de choisir un peu notre qualité de vie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon mari avait très très dur à s'adapter. Donc, enfin, Oui, après, il a je trouvé voulais te poser directement la un question, emploi. ça. Effectivement, lui qui n'avait pas spécialement envie de venir en Europe, finalement, il est venu. Et ouais, comment ça s'est passé pour lui? Parce que est-ce qu'il avait déjà été en Europe avant? Est-ce qu'il avait voyagé dans sa vie ou pas tellement? Enfin, Jamais hors de l'Inde. Donc, c'est vrai d'accord. il a étudié dans Mm. le sud de l'Inde. Donc, ça, oui, à l'intérieur du pays, ça, il avait quand même voyagé, mais en Mm. dehors de l'Inde, il n'était jamais parti. Mais par contre, comme il est guide touristique, il avait quand même beaucoup de groupes, je veux dire, européens, Mm. notamment, enfin, surtout des Français et des Belges. Donc, on va dire qu'au niveau de la mentalité, etc., et enfin, je pense que ça, il n'a pas été trop, voilà, trop dépaysé. Mais par contre, c'est clair que ça a été très, très compliqué pour lui. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il a quand même pris des cours de langue avant de partir. Mm. Quand on est arrivé en Belgique, il a suivi des cours de langue et il a fait du bénévolat. Et donc, du coup, il a fait ça pendant plusieurs mois. Et à l'issue de ça, on a commencé à postuler et il y a une entreprise qui l'a très, très vite engagé, même si au niveau de la langue, c'était pas encore parfait. Mais parce que voilà, ils ont vu que c'était quelqu'un qui en voulait, qui avait essayé de s'intégrer, Mm. qui avait appris la langue, qui faisait du bénévolat, etc. Donc, ça, à ce niveau-là, il a eu très, très vite joie. Mais pour lui, la vie, le rythme de vie était très compliqué parce que chez nous, c'est voilà, c'est métro, boulot, dodo. Et Mm. ici, c'est plutôt, on est en mode, on est cool. Enfin voilà, même au travail, si on n'y reste pas toute la journée, c'est pas grave. Si Mhm. son enfant est malade, on peut le prendre avec au travail, il n'y a pas de problème. Mm. Donc, je vais dire que c'est clair que. Et puis le fait qu'il n'y a pas d'interaction comme ça entre les gens, il y a très très peu d'interaction. Il en parle souvent et ce qui l'a beaucoup marqué, c'est de savoir que je connaissais même pas mes voisins en fait. Tes deux premiers enfants, du coup, ils sont nés en Belgique ou en Inde, du coup, en En Belgique? Belgique. Donc Les ils ont trois la... même, non? Alors oui, ça je n'étais pas prête quand même. Donc, ils ont accouché j'ai accouché en Belgique, oui. Ok, ok. Non, parce que enfin, là-bas, le Donc ils ont la système nationalité belge, du coup. médical. Ah bah de toute façon, Oui, oui, je voilà, ils pense que sont. en tant que Oui, mais s'ils naissent en Inde, ils... ah bah il y a des systèmes de Je sais double pas, je sais pas, je... nationalité, je pense. Ok. Ça existe en Alors, Inde la double non, il n'y a pas la double nationalité? Non, nationalité. ça n'existe pas. Ok. D'accord. Non, on ne peut pas. Voilà, en Inde, en fait, enfin en Belgique, on peut avoir une double nationalité, mais là, on n'accepte qu'une seule nationalité, donc D'accord. l'indienne. Par contre, on a la possibilité d'avoir un passeport qui s'appelle Citizenship, donc le OCI. Et en fait, ça me permet à moi, en tant qu'épouse, et mes enfants, en tant qu'enfants d'une personne indienne, de pouvoir rester sur le territoire sans visa, en fait. Donc, on peut Hmm. rester de Ok. manière illimitée. On peut travailler, mais on est juste limité sur certaines choses, comme par exemple travailler pour le gouvernement, on ne peut pas voter ou ce genre de choses, quoi. Mais Ok. de manière générale, du coup, c'était la meilleure option pour pouvoir revenir plus facilement et voyager entre les deux pays, en fait. Donc voilà. Mais effectivement, j'ai accouché en Belgique parce que, voilà, c'est clair qu'on a, à ce niveau-là, il faut quand même le reconnaître on a un médical hyper développé et que, Mhm. voilà, moi, pour mes enfants et pour moi, je voulais pas prendre ce risque-là Mhm, bien parce que sûr. ici, voilà, c'est encore très, très primaire précaire, pardon, précaire pour les conditions de soins de santé, quoi. Donc voilà. Et donc, c'est en 2019 que là, on a pris la décision de tout quitter en Belgique et de s'expatrier donc au Ladakh. Et donc le deuxième avait 2 mois quand on est parti, donc il était vraiment tout D'accord. tout petit. Euh, le premier avait 14 mois. Et donc voilà. Et donc on est revenu ici, c'était dans le courant de février-mars. Et au départ, donc on était donc chez mes beaux-parents qui ont une petite maison dans le centre-ville, mais voilà, c'est une petite maison vraiment typique, vraiment sans confort, etc. Mais on est resté malgré tout un an dedans. Euh, Oui, c'était pas forcément évident, mais alors on avait ici un projet de construction ici pour notre maison Hmm. actuelle. Donc voilà, on a commencé très vite aussi la construction. Bon, ça fait depuis 2016. On n'a pas encore tout à fait terminé parce que du coup, voilà, on est aussi plié aux conditions locales. Hmm. Et donc ici, en fait, ce sont des travailleurs radiens qui viennent. Et les Ladakhi ne sont pas vraiment dans la construction, donc on attend tous les travailleurs extérieurs. Et alors, ils viennent durant l'été, qui est de plus ou moins de mai à octobre. Et donc, il n'y a que ce laps de temps-là pour avancer sur la construction de la maison, quoi. Mais bon, on n'a pas les machines, on n'a pas tout, c'est vraiment du fait main, quoi. Donc, il y Hmm. a des choses à refaire, à refaire ou à changer. Donc, ça prend vraiment énormément de temps. Mais voilà, depuis 2020, on est vraiment, on habite dedans, quoi. Donc, et alors, on avance au fur et à mesure. Et Donc, ta petite dernière est voilà née un en petit peu. 2020, non? C'est ça?
Et alors, on a eu une petite fille. Alors, oui, donc on a 3 enfants et la petite est arrivée pendant le Covid. Donc D'accord. là, en fait, pour la petite histoire, on était revenus pour 2 mois en vacances en Belgique avec les garçons. C'était au mois de janvier. Puis alors, il y a eu le confinement et Ouais. on a été bloqués parce qu'il n'y avait plus d'avion, plus rien. Donc, on a dû attendre jusqu'au mois de juin pour avoir un vol de rapatriement qui avait été organisé par l'ambassade. Donc, et là, effectivement, bah, j'ai fait toute ma grossesse alors ici au Ladakh et j'ai accouché un mois avant la naissance. Et là, je suis revenue toute seule avec mon mari alors qu'on était toujours en plein Covid et j'ai accouché en Belgique. Mais du coup, bah, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte. C'est dans ce genre de couple, on a à cheval sur 2 pays, bah, on ne peut pas faire non plus tout ce qu'on veut tout le temps. Et donc, on a dû prendre la décision de partir sans les garçons pendant 4 mois le temps D'accord. que je revienne accoucher, etc. Puisque, bah oui, il y avait justement ces histoires de Covid, etc. Et que, bah, en plus, moi, ils étaient encore trop petits pour être scolarisés. Donc, vraiment, ça allait être super compliqué. Donc, voilà, ça a été un épisode un peu compliqué, mais voilà, on est revenu 4 mois après avec la petite. Et puis alors, bah, vu que le Covid persistait, on est revenu aussi une année en Belgique, tous ensemble, pour recommencer à travailler dans nos secteurs, puisque là, nous, enfin, j'en parlerai après, mais on a développé des activités dans le tourisme. Mais voilà, c'est vrai que du coup, depuis en tout cas on s'est expatrié en 2019, il a fallu tout le temps se réadapter, modifier nos plans. C'est tout le temps, Oui, effectivement, des remises j'ai en question. l'impression que du coup, oui, ça t'a développé une certaine capacité de flexibilité d'esprit, quoi, finalement. En fonction des aléas, tu t'adaptes. Enfin, vous vous adaptez. Voilà, il faut vraiment être souple parce que si on vient comme ça en se disant la vie elle va être comme ça va être comme si. Non, parce qu'à tout moment, il peut y avoir des. Voilà, bah, comme ici, le Covid, mais ça, je pense que ça a touché tout le monde. On a Mm. tous dû un petit peu se réorganiser et essayer d'un peu. Mais c'est vrai que voilà, dans ce genre de vie, c'est particulièrement important de pouvoir être flexible et pouvoir rebondir à tout moment parce que sinon, enfin, sinon c'est foutu, quoi. C'est compliqué de vivre une vie comme ça. Euh, mais donc voilà, et donc je dirais que c'est depuis un an ici, on a une vie un peu plus stable, on commence tout doucement, donc, et là ça va faire 10 ans de mariage, donc c'est pour dire, il a fallu presque 10 ans maintenant pour trouver enfin bah, voilà, notre stabilité à tout niveau, et c'est pour ça que même si j'ai jamais regretté mon choix, même si je suis profondément heureuse, la vie n'est pas de tout repos et clairement, il faut se battre et c'est à un moment donné où, et c'est marrant parce que ça tombe à ce moment-là, mais j'ai vraiment l'impression que je récolte enfin tous les fruits de tous les efforts Mm. qu'on a fournis et de tout ce qu'on a mis en place, quoi. Donc, Qu'est-ce donc qui a pu voilà, être les plus grands challenges finalement que tu as rencontrés dans cette nouvelle vie? pour moi, ça a été vraiment la stabilité financière Oui. et cette sécurité, parce que moi, en fait, enfin, les gens m'ont beaucoup posé la question et ne sont pas toujours dans la compréhension, mais c'était bah, pourquoi bah, tu quittes pas totalement la Belgique pour rester ici? Mm. C'est vrai que ça aurait été une facilité, mais en fait, le problème, c'est que quand on est comme ça dans un autre pays, alors ça fait toujours rêver à vivre à l'étranger, mais une fois qu'on le fait, c'est quand même aussi difficile de couper totalement ses racines. Mm. C'est difficile voilà, de tout couper. Et puis surtout que bah, moi, en plus, bah, c'est pas comme si j'étais dans un autre pays européen ou dans un autre pays où il y a un bon système de sécurité sociale, où on a des bons soins médicaux. Je pense qu'à partir du moment où on a des enfants, on a envie aussi de les protéger Mm. de ce qu'on n'a pas ici, puisque bah, voilà, moi, je sais ce que j'ai connu et j'ai envie forcément qu'ils aient aussi ce confort-là. Voilà, donc c'est compliqué. Donc, je crois que le plus gros challenge, c'est d'avoir réussi, mais maintenant on y est presque, d'avoir pu garder en toute légalité une stabilité entre les 2 pays. Ça veut dire Mm. un pied-à-terre en Belgique, un pied-à-terre ici, et de pouvoir, sur le plan légal, circuler comme ça entre les 2 pays et garder nos droits dans chacun de nos pays, enfin, oui, des 2 côtés. Moi j'ai une petite question juste pour ceux qui Ça, seraient ça a été peut-être pas vraiment au le courant. parcours combattant. Oui. Ouais. Pour ceux qui seraient peut-être pas au courant, la vie du coup là où tu es, par rapport à la Belgique au niveau de financièrement, c'est quand même moins cher que du coup en Belgique. Je suppose que les gens ne savent peut-être pas forcément, mais au niveau du coût de la vie, est-ce que c'est à peu près comment tu peux nous dire parce que peut-être que les gens ne connaissent pas du tout. Mm. Donc ouais. Alors, ça dépend pour certaines choses. Par exemple, justement, au niveau alimentation, essence, etc., ce n'est pas forcément moins cher parce que tout est Ok. apporté. Et donc, par exemple, un paquet de Hmm. pâtes va coûter 3 euros ici. Ok, Donc, d'accord. voilà, un paquet de scampi, pas de crevettes géantes, je sais qu'en France, vous appelez ça comme ça va être 25 euros.
Ouais, d'accord, ok. Donc voilà, pour montrer un petit peu. Donc je vais dire, à ce niveau-là, c'est pas forcément moins cher. Maintenant, bah, en termes de construction de maison, le matériel n'est pas forcément moins cher, mais la main-d'œuvre, par contre, oui, est beaucoup, Ok. beaucoup plus. Donc ça va vraiment dépendre. J'ai été étonnée. Moi, je pensais justement, bah oui, là, ça va vraiment être un niveau de vie pas cher, mais finalement, ça ne l'est pas. Je trouve que ce n'est pas non plus. Ce qu'il y a, c'est qu'en Europe, on a la chance d'avoir des magasins plus low cost. Enfin voilà, on peut Mm. encore acheter sur Internet, on peut Mm. encore faire des comparaisons, etc. Ici, on n'a pas beaucoup de choix, donc on est obligé de prendre ce qu'il y a, et donc Mm. bah, on n'a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup d'offres de Mm. marché. Euh, donc voilà, Mm. ça dépend un petit peu. Et puis alors aussi, un aspect important, c'est que bah, si on veut se déplacer, c'est l'avion. Mm. Si vraiment on veut sortir de nos montagnes, ou Oui, alors il parce faut que faire 3 jours de comment, voiture en. pour aller à Ah New oui. Delhi, ouais, comment ça se passe? C'est l'avion? Alors, donc si c'est en été, les routes là sont dégagées, mais bon, voilà, ici, il y a eu des inondations à Manali, donc par exemple, même ici, on est en été, on ne sait pas prendre la route. Mm. Donc, c'est l'avion, et donc, bah, ça, les compagnies aériennes l'ont bien compris, et donc, les prix des billets d'avion sont extrêmement chers Mm. pour un trajet de 1 heure. Mais donc, ce n'est qu'1 heure de vol jusque Delhi, mais voilà, l'offre est forcément limitée, Mm. et donc, Mm. ça peut être plus cher, quoi. Ouais. Et au niveau des vols, il y en a quand même régulièrement ou c'est plutôt, faut prévoir un peu à l'avance parce que du coup, il y en a pas beaucoup, ou si ça va en fait, c'est quand même. Non, ça va, ça Ok. va. En matinée, et ils en ont vraiment beaucoup rajouté. On a l'équivalent en moyenne de 6 vols, 6-7 vols en matinée. Mais c'est juste la matinée. Ok, ah oui. L'après-midi, il n'y a plus de vols. D'accord. Ok, d'accord. Donc ça, non, ça, c'est quand même bien desservi. Donc voilà. Mais du coup, bah, ça aussi, pour se déplacer, c'est quand même aussi Mm. un certain coût. Donc Avant, voilà. avant, avant de revenir sur votre projet, je voulais te poser une question aussi sur la différence de culture parce qu'on parlait des challenges que vous aviez pu rencontrer tout à l'heure. Est-ce que du coup, dans un couple mixte comme ça, tu dirais que ça pousse à des adaptations pour communiquer? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été difficiles? Enfin, ça m'intéresse d'avoir un peu ton point de vue sur ça. Donc, voilà, j'allais ajouter le deuxième challenge, c'est celui-ci, c'est vraiment s'adapter à la culture. Donc en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que donc mon mari, quand il a été très clair avec moi au départ, il m'avait aussi dit que donc c'était le fils aîné de la famille et que dans leur tradition, bah, le fils aîné doit s'occuper de ses parents. Mm. Et donc j'avais dit bah oui, il y a pas de souci. Et donc moi, dans ma tête, je m'étais dit bah oui, on fera une maison, on peut faire une à côté, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, bah, j'avais pas très bien compris que donc nous, en fait, l'idée, c'est vraiment de vivre tous ensemble sous le même toit. Et donc, voilà, ça a été vraiment aussi un challenge parce que bah, moi, j'ai quitté de chez mes parents, j'avais 20 ans. Je suis Mm. quelqu'un de super indépendante. Je dois avoir le contrôle sur ma vie et il faut que ça tourne comme moi. J'en ai envie. Et là, je me suis retrouvée dans un système familial qui n'était pas le mien, avec une culture différente. Et donc, ça, très clairement, il a fallu aussi des années parce que, enfin, c'est. Soit, en fait, on est tout le temps en confrontation. Soit tu te dis, bah non, je veux que ce soit comme moi, comme je veux, comme ça. Ou alors, à un moment donné, il faut aussi. Et donc, ça a été. Alors, heureusement que j'ai vraiment des beaux-parents en or. Enfin, j'ai vraiment une belle famille qui est. Enfin, ce sont des gens qui sont vraiment beaucoup plus dans le bien-être des autres que dans leur propre bien-être. Mm. Et donc, ils ont toujours tout fait pour que je me sente le mieux possible. Il y a des choses que, voilà, par exemple, eux mangeaient très, très tard le soir. Et moi, je vais avoir une structure pour les repas, que ce soit, bah, voilà, comme chez nous, quoi, 7h, midi, 18h30, 19h. Et voilà, même la maison en soi, c'est une maison très européenne. Bah, ils ont tout accepté, quoi. Donc, je veux dire, entre guillemets, eux, de leur côté, ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais c'est vrai que moi, sur le plan personnel, j'ai vraiment dû travailler sur moi. Sur pas mal de plans, quoi. Donc, effectivement, il y avait cet aspect de vivre en famille. Et donc, ce qui veut dire que, bah, voilà, l'intimité enfin, la famille au sens strict, comme nous, on la connaît, bah, il n'y a pas. C'est enfin, mes beaux-parents s'occupent de mes enfants comme s'ils étaient aussi leurs propres enfants. Mon mari, bah, voilà, on n'a pas vraiment de relation. On n'a pas vraiment d'intimité, quoi. C'est Mm. le fils de la famille. Et donc, enfin, voilà. Il est interpellé tout le temps et donc des petites soirées au cinéma le soir à regarder un film tous les deux, ça n'existe pas. Donc voilà, et en plus de ça, ils sont tous inscrits dans des communautés. Donc chaque famille, voilà, ils sont plusieurs comme ça, ils sont dans des communautés. Et là, il y a beaucoup d'entraide. Donc par exemple, s'il y a dans la communauté une personne qui se marie, ou s'il y a un décès, ou s'il y a quoi que ce soit d'autre, il faut que dans les familles, il y ait au moins une ou deux personnes de la famille qui aient aidé. Mm. Et donc voilà, moi,
j'ai dû m'adapter à ça et me dire, bah, j'ai pas mon mari pour moi, quoi. Mm. Il fait partie de la famille, il y a ses parents, il y a sa communauté. Et donc, franchement, c'est pas évident au départ, quoi. Surtout quand on vient ici en tant qu'expatrié, bah, son seul point de repère et la raison pour laquelle on est ici, bah, c'est son mari. Mm. Et, et pourtant, il n'est pas tellement présent parce que, bah, voilà, parce qu'il doit se partager avec tout le monde. Et donc, ça, c'est vrai que ça a été compliqué. Et puis, bah, les enfants aussi, où bah, l'éducation est partagée. Donc, ça aussi, c'est pas forcément évident. Il y a des codes comme ça qu'on ne comprend pas toujours. Quand mon premier petit garçon est né, on a su faire venir mes beaux-parents en Belgique. Et par exemple, pour expliquer une différence de culture, c'est que dès que le petit pleurait, ma belle-mère bah, le prenait, mais il avait que quelques semaines, il avait 2 semaines, je pense, quand il est arrivé. Et elle le prenait directement dans ses bras. Et en fait, elle le faisait pour me soulager, pour que par exemple je puisse manger, etc. Et moi, je le vivais comme, bah non, c'est moi la maman, c'est moi qui dois prendre mon enfant s'il pleure. Enfin, et donc, il y a plein de petits jeux comme c'est pas de petits jeux, c'est pas des jeux, mais de petites différences comme ça culturelles où ça peut créer vraiment vite des grosses incompréhensions, quoi. Et donc, voilà, je suis passée par ces choses-là, mais je pense avec beaucoup d'amour et avec du dialogue, bah, enfin du Mm. dialogue, comme on peut. Je pense que voilà, on surmonte les étapes, mais ça prend du temps, ça prend vraiment du temps et il faut vraiment mettre de l'eau dans son vin de chaque côté, quoi. Et par rapport à la langue, bah, du coup, mon mari parle quand même vraiment bien français, mais malgré tout, ça reste quand même vraiment compliqué parce que bah, on n'a pas toujours, bah, on n'a pas été éduqués de la même manière et donc on n'a pas toujours la même vision des choses. Et avec mes beaux-parents, donc mon beau-père parle un petit peu anglais et ma belle-mère ne parle que l'adaki, mais moi, du coup, avec le temps et avec les années, bah, je sais maintenant m'exprimer aussi dans la langue. Et donc voilà, donc on communique assez facilement, on est au quotidien régulièrement toutes les deux, donc voilà, donc c'est clair que ça, c'est vraiment un gros challenge et auquel on n'est pas préparé. Mm. Mais bon, pour le coup, de nouveau, je pense que dans mon parcours, j'ai quand même eu pas mal de chance aussi. Et en l'occurrence, je suis tombée sur une belle famille vraiment, voilà, vraiment très, très ouverte d'esprit et qui, voilà, très, très empathique vis-à-vis de moi. Je pense ils sont aussi conscients que j'ai tout quitté et que je suis ici. Donc, Mm. pour eux, c'est aussi enfin, positif, puisque du coup, ils ont leurs petits-enfants, ils ont leur fils toujours ici. Donc, donc voilà, je pense qu'ils sont reconnaissants aussi par rapport à ça. Et voilà, mais je pense que ça a été vraiment mes deux gros challenges de vie. Donc, D'accord. c'est vrai que bah, je rebondis là-dessus, parce que c'est vrai que les gens, du coup, maintenant, à travers les écrans, se disent, oh, elle a une vie de rêve, oh Mm. là là. Enfin, mais en fait, il y a pas, on voit pas oui, les coulisses, évidemment, et de Hmm. toutes les Oui, étapes c'est vrai vers. que ça me fait un peu penser, comme on disait au début, que bah, ta rencontre avec ton mari, ça fait vraiment comme dans un film et tout. Bah, souvent, le film, ça s'arrête à ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Ouais, c'est ça. Ouais, Et on va pas ben, aller on raconte voir pas bah, non comment ça plus. se passe. Et effectivement, c'est jamais tout blanc, tout noir. Et c'est Non, non, important non. aussi de le dire. Mm. En fait, voilà, c'est ça. Il faut arrêter, il faut pas avoir du rêve. Donc, c'est vrai que mon histoire, elle est très belle comme ça au début, mais c'est vrai que la suite, voilà, c'est compliqué. Et c'est vrai que moi, ici, depuis 1 an, je pense que du coup, quand j'ai eu les petits, j'étais un petit peu la tête dans le guidon de nouveau, Mm. puisque en plus, je les ai eus vraiment tous les trois Très d'affilée. rapproché. Donc, Mm. j'étais en mode, voilà, je dormais pas, enfin, en 5 ans, on n'a pas dormi une seule nuit complète. Donc, j'étais en mode robot, robot, robot. Et puis, du coup, ici, la petite, elle va avoir 3 ans. Et l'année dernière, justement, j'ai eu un peu de nouveau une crise comme ça à l'intérieur, où je sentais que ça n'allait plus. Et en fait, je pense que là, j'ai vraiment dû me retrouver en tant que femme, en fait, retrouver ma place, reprendre mes projets professionnels. Mm. Et donc, ça a été toute une phase aussi qui a été compliquée parce que mon mari ne comprenait pas forcément non plus. Donc, voilà, il a vraiment, ça a été. Et là, en fait, je me suis dit, ouf, là, il faut que je fasse quelque chose. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressée au développement personnel. Mm. Et depuis 1 an, j'ai mis plein de choses en place. J'ai mis une petite routine matinale. J'ai vraiment essayé de changer mon mindset et vraiment essayé de me dire, d'être dans la positivité. Parce qu'en fait, en vivant comme ça ici, dans des conditions de fac qui sont très compliquées, on pourrait vraiment bah, crouler quoi, et se dire, allez, c'est bon, on rentre, on abandonne tout. Et j'ai vraiment essayé de travailler pour voir le positif. Et vraiment, avec mon mari, on a vraiment essayé de travailler aussi sur notre relation. Et voilà, et je pense que le développement personnel m'a énormément aidé à pouvoir maintenant bah, tenir le coup et vraiment trouver maintenant ma place et me sentir vraiment bien, quoi. Mais donc, c'est vrai que c'est tout un parcours. Mais malgré tout, je me suis jamais dit non, tu as fait le mauvais choix ou j'ai jamais eu de Mm. regret. Donc, T'as au jamais fond, regretté. c'est pas Mm. parce qu'on voilà, ce qui est important, je pense, de comprendre, et c'est ce que j'ai envie de faire passer aux gens, c'est que même
si voilà, vous prenez une décision que vous pensez que ce sera la décision qui va changer votre vie et positivement, etc., c'est pas pour ça que ce sera facile, mais c'est pas pour ça non plus qu'il faut abandonner. Il faut se battre, en fait, il faut travailler dessus. Et puis c'est là qu'à un moment donné, bah, les choses vont s'ouvrir et que réellement on va être épanoui. Mais c'est pas une décision qui va changer sa vie, ta vie du jour au lendemain de manière waouh, c'est super beau, quoi. Mm. On va passer par encore plein d'étapes. Moi, je dis, ça fait 10 ans, hein. Et c'est maintenant que j'ai l'impression que là, ça s'ouvre enfin pour nous. Mm. Mais donc, ça peut prendre encore beaucoup de temps. Mais je pense que réellement, qu'on a pris la bonne décision et qu'on est sûr d'être sur le bon chemin, on le ressent. Enfin, il n'y a jamais eu de ce doute-là. Même si je sais que c'était compliqué et je savais que ça allait l'être, bah, le fait d'avoir fait ton bon choix, ça t'aide à donner la force en fait de pouvoir bah, surmonter tout ça et d'avancer. Donc C'est quelque voilà. chose que tu as Ça- senti alors du coup vraiment, que c'était la direction qu'il fallait prendre. Tu parles d'instinct beaucoup dans tes publications et tout ça. Oui, Donc ce serait vraiment finalement écouter ce que notre corps c'est nous dit, trip. quoi. Ouais, c'est ça, c'est trip. C'est trip, voilà. Oui, vraiment. C'est se détacher vraiment du regard des autres, de ce que les gens peuvent nous dire. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est juste uniquement une projection de leur propre peur. Mm. Donc, c'est pas méchamment, c'est normal, ils ont peur pour nous. Mais le problème, c'est que du coup, ça peut vraiment nous affecter dans nos choix. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est pour ça que c'est important vraiment de se recentrer. Alors, la tête, ce qu'elle nous dit, bah, c'est aussi nos peurs, c'est aussi, ça peut partir dans tous les sens. Mais je pense que réellement, notre cœur et notre trip ne nous mentent jamais. Mm. Et ça, je pense que vraiment. Et puis, de toute façon, c'est comme je disais, ce que j'en parlais justement, je parlais de mon histoire à des touristes francophones qui étaient venus. Et je leur disais, de toute façon, si même, imaginons que, voilà, moi, mon couple n'aurait pas été, ou que ben, je me serais dit que c'était une expérience de vie et ça m'a Mm. fait grandir et ça m'a appris des choses. Donc, ça aussi, il ne faut pas avoir peur de se dire que c'est pas parce que à ce moment-là, ben, on sent qu'on doit aller vers là, mais qu'après, ben, ça ne va pas ou qu'il y a eu autre chose ou quoi. Ben, c'est juste se dire, ben, OK, mais c'était mon chemin de vie, Mm. c'était une étape que je devais passer et j'ai appris ça de cette expérience et ça me permet de pouvoir remonter Oui, sur c'est autre ça. chose. Mais voilà. C'est un Finalement, peu, ouais. c'est l'idée que c'est pas, ça peut pas être un échec parce que ça t'apporte des choses. Et qu'il y a toujours quelque chose Ouais. de positif à tirer, même Il si n'y a c'est pas pas toujours d'échec. évident au début. Par la Même si suite, aussi tu peux pas anticiper ce qui va se passer, bien sûr, finalement, il y a du bon. il y a toujours du bon à Mm. retrouver. Et puis, ok, bah c'est bien, c'est beau. Il n'y a pas d'échec. Ça, de nouveau, c'est la société aussi qui nous montre que l'échec, c'est quelque chose de super négatif, en fait. Mm. Et donc, c'est pour ça qu'on a peur de se confronter à quelque chose qui ne va pas. Alors qu'en fait, il faudrait juste pouvoir se dire, bah, OK, de cette expérience-là, qui n'a pas été comme je le souhaitais, qu'est-ce que j'ai pu en apprendre? Qu'est-ce qui va me permettre de grandir, en fait, tout simplement. Et donc, c'est vrai, maintenant, c'est vrai que moi, enfin, j'ai cette capacité de pouvoir rebondir. Et donc, c'est vrai que si quelque chose ne fonctionne pas, bah, c'est pas grave. Je me dis, OK, j'ai appris ça, de ça, de ça. Et hop, on rebondit, on passe à autre chose, quoi. Et je pense que du coup, bah, c'est ce qui nous permet de pouvoir vraiment évoluer et de ne pas stagner en disant oui, mais qu'est-ce qui n'a pas été? Mais non, c'est pas grave, il faut rebondir, quoi. Et cette force, cette capacité à rebondir, c'est quelque chose que tu as depuis longtemps ou que tu as reçu développer au fur du temps. Et comment tu pourrais dire à quelqu'un qui aimerait justement pouvoir rebondir mais qui a du Oui. mal, comment tu pourrais Comment ça s'est fait, toi? ouais, Ouais. comment ça s'est fait? Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui aurait presque du mal à rebondir et qui aurait peur du coup de ne pas réussir à rebondir sur ces choses-là? Qu'aurait peur même de se lancer par peur de. Ouais. Mm. Mm. Ah, oui, c'est vrai que bah, je pense que moi, ici, la vie que je mène m'a obligée aussi à devoir être comme ça. Mm. Donc, je pense que quand on n'a pas le choix aussi, bah, quelque part, voilà. Maintenant, je pense que oui, j'ai toujours été quand même dans ce tempérament-là aussi. Donc, c'est vrai que j'ai peut-être cette facilité. Maintenant, je crois que tout se passe dans la tête. Moi, enfin, je crois fort à tout ce qui est subconscient, etc. Et je pense que vraiment, dans notre enfance, on a été programmés. Et je crois que la première chose à faire, c'est retravailler tous ces idées préconçues. Et donc, je pense que pour quelqu'un comme ça qui aurait peur d'eux, c'est qu'il y a quelque chose à travailler à l'intérieur de Mm. lui-même. Et donc, enfin, je crois très fort à tout ce qui est reprogrammation, etc. Et je pense que les affirmations positives, la visualisation, les messages subliminaux, etc., c'est des choses qui vont vraiment nous permettre de réellement changer. Parce que c'est comme une personne qui veut faire régime. Je vais dire, si dans sa tête, les choses n'ont pas changé, il va tenir exactement 3 semaines et puis il va retomber dans ses Mhm. travers. Enfin, je parle de régime, mais ça peut être dans tous les domaines. Quand on a une illumination, oui, on va changer, allez, je vais faire des efforts. Mais non, on va retomber dedans. Le truc, Mm. c'est qu'il faut aller vraiment travailler plus en profondeur. Et donc, c'est vrai que moi, depuis un an, je vous dis, je travaille vraiment tout ce qui est un peu. Je fais un petit peu du yoga, de la méditation aussi. Je fais toutes des petites choses comme ça. Alors qu'il y a quelques années d'ici, moi, j'aurais rigolé des personnes qui faisaient ça. Et vraiment, je me suis rendu compte que d'avoir une petite routine matinale comme ça, le matin,
où on fait de la visualisation, de la respiration, etc. Toutes des petites choses comme ça changent réellement le cours de ces journées. Et on appréhende des choses de manière totalement différente. Donc moi, j'aurais envie de dire à une personne, j'ai pas des conseils magiques, mais je pense que réellement, il faut faire un gros travail sur soi-même. Et c'est pas facile. C'est comme quand on veut voilà, changer son corps, son physique, ben on sait qu'on va devoir aller pendant des mois à la salle de sport, faire attention à son alimentation. Mais j'ai envie de dire que sur le plan personnel, pour changer et se sentir mieux, c'est exactement la même chose. Il faut faire des exercices, il faut, voilà, il faut vraiment travailler sur soi et ça prend du temps parce que forcément, quand on a agi d'une certaine manière où on a eu des pensées pendant des années, Mm. on ne change pas du jour au lendemain. Mais si on en prend conscience et qu'on met des choses en place, voilà, faire appel à des coachs, je pense qu'il faut avoir ce déclic et s'ouvrir sur le développement personnel. Je pense que c'est clairement ça. Et Toi, voilà. comment t'as fait pour t'ouvrir sur le développement personnel? T'as lu des livres? Tu t'es fait accompagner? T'as choisi quoi comme soutien finalement pour t'ouvrir au développement personnel? En fait, moi, bah, c'est comme j'expliquais, c'était à la période justement où mes enfants donc, grandissaient un petit peu. Je sentais vraiment que j'avais été trop en mode maman, maman robot, etc., en m'oubliant complètement. Que là, bah oui, je sentais que plus rien n'allait. Et en fait, moi, c'était bêtement. Je suivais sur les réseaux sociaux c'est Jimmy Youth, c'est une personne bah, qui met tous les jours une petite pensée en fait sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça me parlait quand même pas mal. Et en fait, un jour, il a lancé une formation que j'ai acheté une, puis j'en ai acheté une deuxième. Je me suis dit, bah tiens, ça pourra peut-être me faire du bien, ça pourra peut-être me donner des clés. Donc j'ai tout simplement commencé comme ça par une formation. Et puis j'ai commencé à regarder, parce que je pense qu'on a vraiment de la chance à l'heure actuelle d'avoir accès à Internet, d'avoir accès à un tas de choses via les réseaux sociaux, via et donc, j'ai commencé à regarder bêtement sur des sites, bah, voilà, routine matinale, parce que j'avais vu que c'était important de faire une petite routine matinale. J'ai moi-même construit, en fait, tout ça petit à petit, en fait. Et donc, puis j'ai commencé, voilà, j'ai eu des ouvertures sur d'autres personnes. Et au fur et à mesure, ben, voilà, je pense que... Mais moi, clairement, les réseaux sociaux, je trouve que c'est quand même vraiment, vraiment super chouette. Comme vous, par exemple, ou d'autres personnes bah, qui partagent des petites pensées, ou qui donnent des petits conseils. Je pense que vraiment... ça peut déjà être un bon début. Et puis, je crois qu'après, il faut vraiment adapter à soi-même, quoi. Mais donc, moi, je dirais que ça a été comme ça. Ça a vraiment été une prise de conscience au départ. Puis, j'ai pris vraiment ce qu'il y avait à ma disposition, donc sur les réseaux. Et puis, j'ai décidé d'investir un petit peu dans des formations. Et puis, voilà. Et puis, alors, j'aime beaucoup les podcasts aussi. J'aime pas forcément lire, mais voilà, les podcasts, je trouve aussi que ça peut être super intéressant. Et donc voilà. Et puis, je pense qu'après, une fois qu'on a sa petite routine et que qu'on la refait, on en crée, enfin, ça devient un besoin en fait. Hein, on en crée vraiment comme une habitude. Et donc, bah, je Mm. pense qu'alors, du coup, au fur et à mesure des mois, bah, voilà, on acquiert un petit peu toutes ces clés et puis pour pouvoir avancer positivement, quoi. Ce que tu disais aussi et qui a été important dans ton parcours, c'est le fait de bah, justement de redévelopper un projet professionnel qui te tenait à cœur. Donc, bah, je veux bien que tu nous en dises quelques mots aussi sur ça, parce que j'ai vu passer des petites choses, ouais, ça a l'air intéressant. Ah, ça aussi, ça a été tout le parcours du combattant. Ben, en fait, il faut savoir qu'avant de voyager en Inde, donc moi, je suis assistante sociale de formation et à partir du moment où j'ai commencé à voyager, j'ai eu vraiment ben, voilà, la passion du voyage. Et donc, mon rêve, c'était d'ouvrir une agence de voyage. Et ben, voilà, de nouveau, comme quoi la vie, des fois, est super bien faite. Et du coup, ben, en ayant un mari qui est déjà guide touristique, ça me paraissait logique d'ouvrir notre petite agence locale. Donc, on a d'abord, au départ, ouvert notre petite agence en 2019. Mais donc, ben, voilà, comme il y a eu le Covid, forcément, on a été, la saison suivante où on allait avoir justement notre premier groupe ben, a été annulée. Et puis, là, c'est vrai que ça a été de nouveau beaucoup de... Ça a été compliqué pour moi parce que je partais un peu dans tous les sens au niveau professionnel. Parce qu'en même temps, bah, il faut des revenus. Euh, mais quand on développe une activité comme ça professionnelle, bah, voilà, c'est rare quand ça marche comme ça du premier coup et quand on a nos rentrées qui viennent du jour au lendemain. C'est tout un travail hyper compliqué. Donc, c'est vrai que je me suis lancée dans beaucoup de choses. Je suis partie dans tous les sens. Et donc, il y a eu l'agence de voyage. C'est vrai que je m'étais lancée un petit peu. Donc, du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire à distance pour gagner de l'argent. Donc, moi, à ce moment-là, ma réponse était le marketing relationnel. Alors, j'ai quand même réussi à tenir pendant un an et demi, mais c'était pas du tout quelque chose qui me convenait. Vraiment, c'était pas du tout aligné avec mes valeurs. Mais de ça, bah, je me suis dit, bah, j'ai appris à pouvoir être un peu plus sur les réseaux sociaux, un peu plus, voilà, savoir un peu comment créer du contenu, etc. Donc, comme je disais, voilà, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est pas grave parce qu'on apprend des choses. Bah, là, clairement, ça m'a permis d'un peu plus apprendre tout ce qui était l'univers un peu digital.
Puis alors, j'ai voulu lancer comme ça différents projets, dont de l'exportation ici de produits locaux, etc. Mais là, de nouveau, bah, ça a été un peu compliqué parce que je suis tombée sur un fournisseur qui mettait ses prix très haut en se disant que j'allais les vendre très cher en Europe. Et du coup, bah, ça a été compliqué aussi. Donc, je pense que j'ai essayé vraiment un petit peu de tout. Et puis, alors ici, finalement, je me suis vraiment rendu compte que ce qui était important, c'était d'avoir comme une sécurité financière au départ. Donc, même si c'est pas cool de travailler comme salarié, mais je me suis dit vraiment, c'était ce qui allait me permettre en fait de pouvoir voilà, avoir cette sécurité, cette stabilité. Alors, personne n'y croyait parce que bah, du coup, j'étais assistante sociale de formation, donc c'est un peu compliqué de trouver un métier. Je veux dire, on peut travailler comme ça en télétravail, enfin à distance. Et alors, bah, de nouveau, voilà, je suis tombée sur une fille sur Instagram qui parle beaucoup de la finance et du développement personnel. Donc, c'est ça que j'aimais bien. Elle avait vraiment cette niche-là. Et je l'avais contactée justement pour avoir un peu des infos pour comment bah, réussir à développer un peu des revenus passifs, etc. Et de là, 2 mois après, donc c'est vrai que ça va être très très bien matché entre nous. Elle m'a contactée, elle m'a dit bah, écoute, je cherche une assistante pour travailler avec moi à 4/5e, est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai dit oui. Voilà, donc comme quoi vraiment quand on veut quelque chose, enfin voilà, il faut pas lâcher les bras, il faut se créer des opportunités. Et donc là, du coup, maintenant, bah, j'ai un boulot, enfin j'en ai même un deuxième comme assistante virtuelle alors que j'avais aucune connaissance là-dedans. Mais voilà, donc entre guillemets, maintenant j'ai ce boulot stable là. On a notre agence de voyage qui commence à tourner de mieux en mieux. Mais du coup, c'est 4 mois de saison, donc c'est clair qu'on ne sait pas vivre toute l'année avec ça. Mais en tout cas, durant la saison d'été, bah, ça nous permet d'avoir quand même encore un peu des revenus. On a, on a construit quand même une grosse maison, donc du coup, bah, on a décidé de garder 2, 3 chambres et de faire des chambres d'hôtes. Donc ça aussi, ça nous permet d'un petit peu gagner notre vie. Moi, en parallèle, ici, j'ai lancé un projet de, de retraite holistique uniquement pour femmes. Donc la première aura lieu ici l'année prochaine. Donc voilà, ce qui est chouette, c'est que bah, là, du coup, il y a quand même cette sécurité que j'ai réussi à trouver, mais ça me permet de pouvoir quand même développer plein de projets autour, de vraiment ce qui m'anime. Et donc, enfin voilà, il y a vraiment tout qui se met tout doucement en place. Donc voilà, et alors du coup, en Belgique, on s'est lancé, donc on a fait un investissement immobilier. On a acheté un terrain bah, là où j'habitais, et là, on attend notre permis pour pouvoir mettre en place des tiny houses. Donc, comme ça nous permettra d'avoir un petit pied-à-terre en Belgique et de pouvoir le louer aussi en Airbnb quand on est ici en Inde. Donc, voilà, donc ça a été beaucoup de risques, de prises bah, voilà, financières, etc. Ça a été beaucoup de stress. Mais là, on commence vraiment à développer plein de petits projets qui font qu'on va pouvoir maintenant vraiment pouvoir en vivre et être bien, quoi. Donc voilà, là de nouveau, bah, comme conseil, c'est vraiment, je crois que de toute façon, c'est important de faire quelque chose qu'on aime, ça c'est super important, c'est certain. Mais c'est vrai qu'on est malheureusement dans une société où s'il n'y a pas d'argent, bah, on ne sait pas faire grand-chose. Donc, surtout nous, bah, quand on revient comme ça à ça, qu'en Belgique, bah, les billets d'avion, c'est certain que c'est un budget colossal. Donc, du coup, le salaire local n'est vraiment pas suffisant. Euh, donc voilà, je pense que si les gens ont la possibilité d'avoir comme ça, bah, et je pense que ça c'est génial parce que ça tout se digitalise. Donc quelque part, il y a moyen de trouver maintenant du travail. Il y a plein de possibilités. Moi, au départ, je pensais qu'il y avait que le marketing relationnel. Et au final, quand on se renseigne un petit peu, bah, il y a tellement de moyens de gagner de l'argent comme ça par Internet, je vais dire, qu'il y a vraiment la possibilité de pouvoir créer quelque chose, quoi. Et puis de faire bah, son projet de cœur sur le côté et de le développer, voilà, clairement. Et puis voilà, ici, bah, on a une maison, on s'est dit, allez, on va garder une chambre, on va faire un petit Airbnb. Il y a toujours moyen. Donc là, de nouveau, les conseils, j'ai envie de dire, il faut sortir de sa zone de confort, il faut sortir de ses... Voilà, il faut... Moi, je sais ce que je veux la liberté, je veux... Donc, voilà, j'essaie de trouver des solutions pour pouvoir financièrement bah, faire revenir de l'argent, je vais dire. Peut-être pas des choses que j'aurais voulu faire au départ ou qui sont des choses que j'adore faire, mais voilà, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver des Oui, des solutions, en tout solutions cas. qui conviennent, ouais. Qui conviennent pour pouvoir continuer à développer tes projets à côté. Pour les personnes à qui ça parle trop, qui ont envie d'aller visiter ta région et tout ça, c'est quoi le mieux finalement? C'est qu'on partage ton compte Instagram, tu en as plusieurs à partager, tu nous diras... Enfin, tu nous diras et on mettra tout en description en tout cas. Si les gens veulent te Ah, bah, c'est retrouver, te super gentil. suivre, et puis Mais c'est normal. pourquoi pas venir là-bas quoi. Quelle est la meilleure période pour venir? Comme ça, Oui, si les gens d'ailleurs, ouais. ils se posent la question, c'est quoi la meilleure période pour venir? Combien de temps idéalement tu dirais? Et puis, Et on partagera, ouais, tu nous donneras bien sûr. tous tes liens.
Oui, avec plaisir. Bah, c'est vrai que du coup, j'ai développé plusieurs projets autour de tout ça. Donc, on a vraiment l'agence classique au départ. Moi, j'ai développé aussi donc un compte Instagram. Maintenant, enfin, sur Instagram, on n'a pas beaucoup d'abonnés parce que je ne développe pas super fort. C'est beaucoup de bouche à oreille. Mais on a développé aussi des organisations de retraite avec des professionnels en fait autour de la santé et du bien-être. Mm. Donc, il y a des thérapeutes qui nous contactent ou des professeurs de yoga qui veulent en fait organiser un séjour immersif. Et donc, à ce moment-là, bah, entre guillemets, nous, on fait toute la logistique, on organise tout comme ça. Bah, les professionnels n'ont pas à avoir cette charge-là. Et eux, en fait, ils partent avec leur groupe et alors ils donnent leur session. On regarde ensemble pour créer justement leur itinéraire. Donc, on a cette partie-là du côté de l'agence. On a les chambres d'hôtes et enfin voilà, donc oui, je vous donnerai les différents moyens de nous joindre. Mais alors idéalement, la meilleure saison, c'est allez, entre mai et octobre, mais je dirais que le gros pic, c'est juillet-août. Et je trouve que juin et septembre, c'est assez intéressant parce que du coup, on n'est pas non plus dans la masse touristique, même si, bon, c'est pas, enfin voilà, c'est pas Ibiza non plus, hein. Je veux dire, c'est déjà un tourisme, c'est un Mm. tourisme déjà sélectionné, hein. C'est Mm. des gens qui aiment la culture, qui aiment, c'est des amoureux de la nature, des trekkers, etc. Donc, c'est clair que, voilà, la plage, il n'y a pas. Mais, oui, je dirais que, enfin, moi, septembre, ça reste mon mois préféré, mais en tout cas, entre mai et octobre, ça reste vraiment correct pour voyager ici, quoi. Et alors pour la durée, bah, ça dépend un petit peu de ce qu'on fait évidemment. Et puis ça peut vraiment être orienté donc visite culturelle, etc. Les monastères, il y a des super beaux lieux comme il y a des grands lacs, etc. à aller voir. Ou alors bah, il y a des personnes qui viennent vraiment au trekking, quoi. Donc c'est vraiment pour faire du trek. Mm. Il y a des expéditions aussi qui sont possibles de faire, mais allez déjà 15 jours, ça me paraît vraiment vraiment correct. Ce qu'il y a, c'est qu'on perd déjà beaucoup de temps dans les voyages parce que Mm. souvent on arrive en cours de nuit à Delhi. Et donc, les vols, bah, c'est le lendemain matin, donc on perd déjà presque une journée. Et puis, ce qui est chouette, c'est de goupiller quand même avec le Rajasthan, quoi, parce que c'est vrai que le Ladakh, c'est pas l'Inde qu'on connaît. C'est Mm. le Tibet ici, en fait, hein. On est beaucoup plus dans une culture tibétaine. Et donc, c'est vrai que si les personnes ont l'occasion de goupiller avec, par exemple, le Triangle d'Or pour aller voir le Taj Mahal, etc., en Inde, et de voir vraiment l'ambiance indienne, je trouve que c'est pas mal de combiner les deux. Donc, donc voilà. Ah, ça donne envie en tout cas, tu Ouais, vois. c'est clair. On Oui. viendra peut-être en chambre d'hôte, un de ces quatre. Ouais. Ah, bah, avec plaisir. Faire une retraite On n'a sans pas le toi, petit, hein. Ah oui, bah, du coup. une retraite féminine pour moi. Ah, une retraite féminine. Bah, c'est vrai que ça va être chouette parce qu'on a fait appel à 5, 6 personnes différentes, des professionnels différents. Donc, il y aura une conseillère en images, il y a une dame qui va s'occuper plus de tout ce qui est énergétique, etc. Il y a une neuropsychologue, enfin, on a vraiment fait quelque chose de très, très complet. Mais on a 6 inscriptions pour le moment. J'aurais bien voulu en atteindre 20, donc on verra bien. Mais voilà, en tout cas, c'est une première édition, on verra bien. Mm. Mais Et cette retraite spirituelle, voilà, ça se fait voilà. sur combien de temps quand les gens y viennent? De quoi quand je m'appelle à des partenariats avec des professionnels? Non, ceux qui Ou veulent faire la... Ta première édition, là, c'est sur une semaine? Ah oui, pour les femmes, c'est 12 jours, 11 Deux nuits. jours. Ok. D'accord. Donc, oui. Parce qu'en tout fait 15 jours, souvent, ça fait beaucoup pour les Mm. gens, surtout quand ils partent seuls, enfin, surtout ici, il y a des mamans, etc. Et du coup, voilà, une semaine, c'est vraiment trop court, mais 12 jours, 12 jours, c'est quand même vraiment la bonne tape pour des retraites plus spirituelles. Oui. Ok. Donc, voilà. Bah, franchement, Mm. c'est top, hein. Ouais. Et comment tu fais pour... parce que tu as plein de projets en même temps. C'est quoi un petit peu ton mantra? Comment tu fais pour t'organiser? Parce que gérer plein de business en même temps, avoir des idées, etc. Est-ce que tu as des petits... Et en plus, en étant maman de Bah trois ouais, enfants, voilà. enfin, ouais. Comment tu fais? Voilà. Est-ce que tu as des tips, des conseils ou même des choses à nous dire par rapport à Alors, ça? franchement, ça, je crois que ça fait partie de ma personnalité. Je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin. Enfin, je ne sais pas rester comme ça. Il faut toujours que je travaille. Il faut toujours que je suis toujours en action. Donc, après, oui, je pense que l'organisation est super importante. Bon, moi, j'ai deux de mes enfants qui vont déjà à l'école. J'ai plus la petite. Mais c'est vrai que ça, par contre, le fait de vivre avec ma belle famille, c'est quand même vraiment une Mhm. aide considérable parce que je ne dois pas gérer non plus comme quand je suis en Belgique, en fait, hein. Donc, déjà, on est 8 dans la maison. Donc, le matin, bah, le ménage, les repas, enfin voilà, tout le monde s'entraide. Et donc ça me permet d'avoir aussi beaucoup plus de temps. Mm. Et alors, bah, c'est vrai que voilà, je me lève très tôt le matin. Ça, c'est vrai que voilà, je dors tôt le soir, mais je me réveille très tôt le matin. Je suis super productive. Donc, je vais me réveiller vers 5h, 5h30 du matin. Je vais faire ma petite routine matinale.
Je vais sortir un petit peu le chien, etc. pour prendre l'air. On fait le ménage et à 9 heures, j'ai terminé tout, quoi. Mm. Donc, du coup, de 9 heures jusqu'à 14 heures, je veux dire, là, je vais travailler de manière intensive. Et donc, voilà. Et je pense que, oui, l'organisation, mais vraiment, je pense que le fait de se lever tôt comme ça, en général, on est quand même vraiment efficace et la journée paraît beaucoup plus longue. Mm. Donc, et alors après, moi, ce que je fais aussi, c'est tous les dimanches, je me fais une grosse liste de tout ce qu'il faut faire, les choses importantes. J'ai beaucoup de papiers, moi, des tableaux, etc., des petits post-it. Et, euh, et voilà, et je crois qu'il faut vraiment travailler sur sa discipline. Et Mm. la procrastination, c'est ça, c'est la clé. Parce qu'en fait, la motivation, elle part et elle revient. Donc, Mm. soyons clairs que c'est quelque chose qui n'est pas constant. Mais par contre, le fait, à partir du moment où on se dit, bah non, on se pose pas la question, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Demain, on fait tac, 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 tac et on s'organise. Bah, c'est comme ça qu'on avance. Et le fait d'avoir un plan d'action aussi, je pense que vraiment, ça peut nous aider. Mhm. Quand on a quelque chose à faire, un objectif ou quoi, bah, c'est le décomposer, se dire, OK, on va faire comme ça. Vraiment avoir un plan. Parce que sinon, Mm. si on n'en a pas, bah, on retombe très vite dans notre OK, bah, oui, on fera ça dans 2 semaines. Oui, mais ça sera dans 3 semaines. Non. Mm. Là, maintenant, moi, avant, j'étais comme ça. Hein. Je remettais vraiment tout au lendemain. Ou si je voyais quelque chose traîner à terre, je ne le ramassais pas. Je me disais, oh, c'est bon, je le reprendrai après. Et maintenant, je me dis, non, si tu peux le faire en moins de 5 minutes, tu le Je fais. fais maintenant. Et donc, du coup, Ouais, c'est bien ça. ouais, c'est ça, c'est pas ouais, je pense que c'est oui, l'organisation, la discipline. Enfin voilà, de nouveau, j'invente rien, on le sait bien, mais c'est pas évident. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut travailler Mm. Bien dans sûr. notre inconscient, dans Complètement. Bah, c'est notre un sujet qui nous conscient parle beaucoup, ouais, Ouais, forcément, ouais, hein, ouais. parce que dans le coaching, c'est quelque chose qui est récurrent et qui revient souvent. Donc, Oui, la mise en action, bah, c'est des sujets, oui, qu'on est amené à beaucoup voir aborder. dans les accompagnements de Et oui, coaching. Mm. et surtout, même si ça prend du temps au départ et que c'est compliqué, il faut savoir que sur le long terme, à force de répéter ces actions-là, ça devient une habitude et que ça devient Mm. un besoin. Donc, c'est ça aussi qui est important qu'on comprenne, c'est que tout au départ demande un effort et que c'est pas facile, mais voilà, après, ça fera partie de nous. Et donc, voilà ce que je peux donner comme conseil. Mais je ne suis pas parfaite. J'aime pas ce que je donne. bah Mais non, c'est- C'est je plus ne suis pour pas. Mais bon, inspirer que voilà. pour se oui, vanter. oui, voilà. Du Voilà. coup, moi, j'aurais juste une Ça- dernière question avant qu'on finisse, du coup. Ma dernière question, c'est du coup, bah, quel conseil, toi, tu pourrais donner à quelqu'un qui hésiterait à faire soit un projet ou bah, oser écouter son cœur pour, par exemple, comme toi, tu as vécu. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui est vraiment dans le doute et qui ne sait pas comment faire? Peut-être un conseil simple ou voilà, un truc à partager pour les gens qui aimeraient se lancer peut-être dans un business aussi ou et qu'osent pas trop. Qui ont quelque chose ouais, qui les titille et qu'ils osent pas. Ouais, Ouais. est-ce Mm. que tu aurais quelque chose à partager pour, bah, pour tous ceux qui pourraient nous écouter? Un petit mot de la fin, quoi. Moi, j'aime bien décrire. Donc, quand j'ai quelque chose qui n'est pas clair en moi ou que j'hésite ou que j'ai peur, je prends bêtement un carnet, un bic et je mets les avantages, les inconvénients. Et ça m'aide aussi à le fait d'avoir surécrit, de pouvoir aussi un peu mieux visualiser les choses. Mm. Euh, donc ça, c'est peut-être un conseil que je pourrais donner, c'est de mettre sur papier et de vraiment essayer de se reconnecter à soi le plus possible. Alors clairement, le conseil numéro 2, c'est de ne pas parler de vos projets aux gens parce que Mm. ça, souvent, ça peut nous influencer énormément. Ça, j'ai déjà remarqué que moi, je suis quelqu'un qui aime bien partager, j'aime bien. Et en fait, quand je vois quelqu'un qui n'est pas dans le même mood que moi ou qui ne va pas trouver ça génial, bah, ça va vraiment me casser intérieurement. Mm. Et alors que ça se trouve, c'est vraiment quelque chose de super chouette. Mais ça, je pense que donc c'est important de garder aussi son petit jardin secret par rapport à ses projets pour ne pas non plus être influencé. Et alors, bah oui, c'est ça, effectivement, le fait de mettre par écrit. Et puis alors, bah, commencer à se renseigner. Une fois qu'on a une idée de projet comme ça, voir un petit peu, de nouveau sur Internet, voilà les formations qu'il peut avoir autour de ça pour pouvoir développer son projet, de pouvoir voir s'il n'y a pas des coachs, etc. Vraiment voir les outils qu'on peut avoir à sa disposition et le potentiel de son idée, voir ce qui est faisable. Et puis, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément, mais c'est investir en soi-même. C'est se dire, OK, voilà, je mets autant d'argent, je me forme, puisque enfin, voilà, le savoir, c'est le pouvoir, comme je dis. Mm. Et donc, c'est vrai que c'est super important aussi de pouvoir se lancer et se dire, OK, j'ai envie de faire ça, mais qu'est-ce que je dois faire Et c'est voilà, d'être en action, de se former. Et puis, oui, je pense que c'est ça. Et puis, toujours être connecté oui, à ses intuitions, quoi, à son cœur. Mm. Donc, voilà. Et puis, de nouveau, si c'est pas ça, c'est pas grave, tu as appris quelque chose, mais peut-être que ça va t'emmener sur un autre chemin. Et moi, clairement, moi, dans mon parcours aussi professionnel, c'est tout ça qui s'est passé. C'est que j'ai testé des choses, j'ai appris des choses, mais ça m'a emmené vers d'autres choses. Voilà, je crois que c'est super important en tant qu'être humain, c'est de se dire qu'il n'y a rien de fixe et qu'il faut pouvoir avoir cette capacité malléable de pouvoir toujours rebondir. Et c'est ça qui est génial dans la vie aussi, c'est de se dire qu'en fait, on peut
tout peut changer à tout moment et on peut vraiment aller vers quelque chose parce que on évolue constamment. Donc, du coup, je pense que c'est bête de pouvoir se dire qu'on va pouvoir chaque fois emmener tout avec soi et avec son changement, quoi, et adapter les choses les unes aux autres. Donc voilà. Bah, c'est le Ben, super ouais, conseil. Ouais. c'est une super conclusion de tout ça, Ouais. là. Moi, ce que je voulais préciser, et du coup, parce qu'on ne l'a pas dit au début, et là, je pense que ça a été compris, si ça a pu friser ou avoir des petits soucis de connexion à des moments, c'est que bah, du coup, tu es loin de nous, là, et tu es, Oui, aux portes de l'Himalaya, ou comment on dit là-bas, c'est dans l'Himalaya, carrément, dans la chaîne de l'Himalaya où tu es, ou c'est... oui, c'est l'Himalaya indien. Bah, si vous voulez, je peux vous montrer Ah ouais, où je suis. Donc voilà, eh oui, voilà, Ah oui, d'accord, dis donc, effectivement. ouais. Super, voilà. voyage. On dirait un poster, arrête. Ouais. Oui, c'est un fond vert. Donc bien sûr, on s'excuse si ça a un peu frisouillé Mm. ou quoi à des moments, mais c'est tout le charme de cette interview, Bah en oui. fait, avec cette distance et la chance qu'on a, comme tu disais, d'avoir les réseaux maintenant Mm. et qui nous permet de faire des choses comme ça. C'est Donc, Et ben c'est clair, merci, c'est clair. merci pour cette ouais, un interview. immense merci. C'était vraiment hyper inspirant. Il y a eu plein de choses intéressantes de dites et j'espère que ça va plaire à nos auditeurs en tout Oh, cas. c'est sûr. Mais ouais, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous partager tout ça. C'était un vrai plaisir Avec pour nous en plaisir. tout cas. Mm. Ouais, et puis du coup, Oh, on reste en contact, on suivra tes projets Bien sûr. avec grand plaisir et surtout, bah, n'hésitez pas si jamais bah, ça vous a plu à déjà vous abonner au compte de Jessica, aller la voir, etc. Ou à même nous poser des questions à nous, on peut faire le relais, ou à toi directement si tu es OK. Faut pas hésiter. oui, bien sûr, avec plaisir. Et même, c'est comme je disais, enfin, j'aime beaucoup de parler de mon histoire parce que Mm, je pense qu'effectivement, ça peut inspirer, ça peut aider les gens. Et donc, mm. vraiment, ça me fait vraiment super plaisir, en fait, de pouvoir partager mon expérience. Et donc, enfin, voilà, s'il y a quelqu'un qui a des questions aussi par rapport à ça, enfin, ça me ferait vraiment aussi plaisir d'y répondre. Donc, voilà, c'est vraiment un partage avec beaucoup d'amour et tant mieux Ça si ça se peut Ça aider. sent, se sent, ouais. ça se sent. En tout cas, de toute façon, on mettra tous les liens dans la description. Et puis, bah, merci encore du coup Mm. pour tout Merci ça. pour tout. Eh ben, avec un grand plaisir, en tout cas. Et bah, voilà, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci. Merci. Ciao.